Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, j'étais complètement à côté de la plaque parce que, alors physiquement, certes, j'ai moins de force et ça, en plus, moi j'ai un tout petit gabarit, donc c'est clair, hein, je vais jamais hisser une voile aussi vite que mon coéquipier Pierre. Donc ça, c'est une réalité. Mais après, justement, dans mon parcours, je me suis rendu compte que, à part la force, il y a quoi? Il y a juste plein de choses en fait. On peut accéder à la puissance, on peut accéder par l'intuition, on peut accéder à plein de choses. On peut faire moins de manœuvres, mais les faire de manière plus pertinente au bon moment. En fait, il y a plein de manières de fonctionner. Et je pense que aujourd'hui, j'ai trouvé la manière qui me correspond le plus. Et c'est maintenant que je vois que alors que à l'époque j'avais 20 ans de moins, j'étais plus forte parce que j'étais plus jeune. Et en fait, aujourd'hui, je vois que je navigue mieux. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. Le Vendée Globe, l'Everest de la voile. La seule évocation de ce nom fait rêver tout navigateur un tant soit peu compétiteur. En 2024, 40 navigateurs s'élanceront à la poursuite de leurs rêves. Parmi eux, 6 femmes, dont Isabelle Yoschke. À 47 ans, c'est une navigatrice audacieuse, expérimentée mais aussi apaisée, curieuse et d'une profondeur d'âme qui avoisine sans doute les océans qu'elle s'apprête à traverser, qui prendra le départ. C'est un épisode qui fait la paire belle à la réflexion sur l'importance de se connaître soi-même, de ne faire qu'un avec notre corps, ce bateau dont il est si utile de connaître toutes les ficelles, tous les cordages, si l'on veut traverser la vie en restant à la barre par tous les temps et en gardant ce seul cap qui nous convienne vraiment, le nôtre. Cerise sur le gâteau, quand vous parlez avec Isabelle, vous avez l'impression de la connaître depuis toujours. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipement, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Yoschke, navigatrice professionnelle française et membre du team MACSF. Depuis ses débuts en 2010, Isabelle a su s'imposer dans le monde exigeant de la voile au large. Mini Transat, Figaro, Route du Rhum, Vendée Arctique, on a pu la trouver dans toutes ses courses pour n'en citer que quelques-unes. Elle a marqué les esprits lors de sa première participation au Vendée Globe en 2020, une aventure qui a mis à l'épreuve ses compétences et sa détermination. Isabelle est en pleine préparation du Vendée Globe 2024, dont le départ sera donné le 10 novembre. Alors, j'ai eu le plaisir de faire ta connaissance avec ton livre « Traverser les océans » et autres épopées, qui retrace ta vie de navigatrice, ton parcours, tes victoires, tes doutes, ton combat parfois, pour te faire ta place en tant que femme dans cet univers qui, comme tant d'autres, reste très masculin. Un livre qui invite à l'authenticité à soi, la seule source de réelle satisfaction et donc de résultats, car les deux sont indissociablement liés. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Alors, tu es née en 1977 à Munich d'une mère française et d'un père allemand. Donc, on ne papotait avant. Je connais pas mal Munich, donc c'était chouette. Je me dis, ah oui, Munich, je vois. Mais tu vis actuellement donc à Lorient. Alors, c'est en Bavière, par contre, chez ta grand-mère, que vont naître tes rêves de navigatrice. Donc, tu m'avais dit, c'est un lac. Quel lac qui t'a donné?
C'est le Traunsee. En fait, c'est en Autriche. C'est pas très loin de la Bavière. Ma Oui, grand-mère. pardon. C'est tellement similaire, l'Autriche et la Bavière. Bah oui, puis surtout, elle habitait à Munich et puis elle avait sa maison natale en Autriche. Elle était autrichienne. Ok, Et donc, ce lac s'appelle le Traunsee. On y fait pas mal de régates. d'accord. Alors, c'est très mignon. C'est le voisin, c'est ça? Là-bas, qui avait son petit Ouais, bateau, qui a commencé à te faire rêver. Mais t'avais pas d'âge, ouais, quoi. T'avais quel âge, hein? ouais. J'étais vraiment toute petite. Je sais pas. Hein, dès que j'ai commencé à marcher, après, je sais pas, vers 3 ans, on jouait beaucoup dans le jardin de ma grand-mère qui s'occupait de nous avec mon frère et puis là, on avait vue direct sur le lac, sur le ponton du voisin, et le voisin, il avait peut-être 1 an ou 2 de plus que moi, et lui, il avait déjà son optimiste, je le voyais tranquillou, partir, se tirer des bords, revenir à midi, repartir, enfin voilà, il avait une vie qui me faisait tellement rêver. Ouais, c'est bien ancré, quoi. C'est trop mignon. Ouais, tu créais déjà des bateaux dans des caisses en carton pour faire comme lui. Ouais, mais c'est même pas moi, en fait, c'est ma grand-mère qui faisait ça pour moi, parce qu'elle voyait que ça me donnait envie. Et puis comme on n'avait pas nous de bateau pour moi, puis j'étais sans doute trop petite, ma grand-mère elle prenait une boîte en carton, elle prenait un bâton, un petit peignoir parce qu'on avait des petits peignoirs et du coup la ceinture du peignoir elle servait pour border la grand voile. J'avais aussi une toute petite branche à l'arrière qui servait de gouvernail. Enfin voilà, puis je m'y croyais complètement. C'est vrai Oh, que trop bien. l'enfance pour ça c'est extra parce que on réalise presque ses rêves d'une autre manière. Enfin, on les rêve et puis on les vit, quoi, d'une certaine manière. Heureusement, c'est resté sur l'herbe, hein, parce que le carton... Tu as un peu changé les matériaux depuis. Le carton sur l'eau, ça marche pas trop. Pas très longtemps. Alors après, tu as fait tout à fait autre chose, hein. Tu as fait des études de lettres classiques à la Sorbonne, puis tu as quand même passé tes brevets d'éducatrice sportive et skipper. Ça ne t'a quand même pas lâché, cette histoire de naviguer, hein. Ouais, en fait, ça m'a lâché pendant mon adolescence. J'ai eu une adolescence où j'ai pas du tout pensé au bateau. J'étais complètement dans autre chose, dans la crise d'ado, quoi. Et puis, ça m'a pris d'un coup, j'ai pas trop su comment exactement, mais ça m'est pris le jour où j'ai fêté mon baccalauréat en Allemagne. Là, je vivais dans la Forêt-Noire, je faisais mon bac dans un lycée franco-allemand à Fribourg. Et là, ça m'a pris comme ça. Ma prof principale était skipper par ailleurs, et je suis allée là-bas et je lui ai dit comment on fait pour devenir skipper. Et là, je crois que j'ai eu un espèce de déclic, et à partir de là, ben, je me suis lancée dans mes études de lettres, mais je crois que l'envie de naviguer, là, elle s'est réinstallée très solidement en moi. Et donc oui, c'est intéressant parce que pour écrire ton livre, donc c'est un peu sous l'impulsion on te l'a demandé plusieurs fois, et donc c'est avec la journaliste et romancière Valérie Perronnet que tu as accouché de Traversée, mais donc les mots sont bien les tiens. Donc finalement, ces études de lettres, ça a fait cohérence maintenant avec ton parcours, c'est ça qui est chouette. Oui, complètement. Ouais, ouais. C'est vrai que bah, déjà, je pense que la littérature, ça m'a toujours plu. Pour le coup, quand j'étais enfant, je lisais beaucoup. Quand j'étais ado, j'ai assez vite eu envie de faire un bac littéraire. J'ai fait des études de lettres, une prépa. Bah, vraiment, j'ai adoré ça. Et quand je courais en Figaro, j'écrivais des chroniques déjà. En fait, j'ai pas mal écrit. Même en naviguant, mais juste des petites chroniques comme ça, et sans trop voilà, sans trop m'imaginer que j'allais écrire un livre en fait. Ça c'est venu c'est marrant parce on me l'a suggéré pas mal de fois, et je me disais mais non, mais les bouquins sur la voile, ça parle un peu toujours de la même chose. Voilà, raconter ses courses, est-ce que vraiment c'est intéressant? Et en tout cas, moi je sentais qu'il y avait, ça me parlait pas encore assez, puis voilà, un jour ça s'est donné, et quand ça s'est donné, c'était vraiment plus en lien avec mes ressentis intérieurs, avec mon parcours intérieur, plus que de raconter ce que j'ai fait. Parce que ce que j'ai fait, bah finalement, on est assez nombreux à avoir fait à peu près la même chose. Mais par contre, je crois qu'on l'a pas tous vécu de la même manière, et moi je trouvais que c'était vraiment intéressant d'aller là-dessus.
Ah oui, carrément, carrément. J'ai lu celui de Yannick Bestaven, hein, que j'avais interviewé aussi. Et donc là, ça raconte vraiment cette course qu'il a gagnée. Donc c'est très, très, très chouette. Mais alors le tien, voilà, bon, je peux te dire, effectivement, c'est pas bis repetita du tout. Hein. C'est vraiment tout à fait un autre ressenti. Et je crois que chacun fait sa course d'ailleurs. Hein, quand je l'entends parler, tous ceux qui courent vers un podium, enfin, qui font de la compétition dans n'importe quel domaine, ça va être pour des raisons tellement variées que c'est peut-être un peu la même toile de fond. Et encore, le regard qu'on porte sur les choses est tellement important. Mais après, les vécus, c'est extraordinaire, la richesse qu'il y a derrière. Donc, non, non, merci d'avoir sauté le pas parce que j'avais très peu de temps pour le lire. J'ai reçu mercredi, grâce à Roman D'Argent qui a fait vraiment tout pour que je l'ai très, très vite. Mais je l'ai lu en 24 heures, c'était plié, quoi. Et par Waouh, goût, pas par... merci. J'ai fait des études littéraires aussi, donc un livre mal écrit, je supporte pas, j'arrête. Donc, Écoute, donc il super, est très chouette. Ouais, vraiment. Mais aussi, ça m'intéresse, c'est justement ce côté des ressentis dont on va parler ici. Bon, un peu le parcours, là, tu en avais parlé. Tu as commencé par la mini transat, évidemment, hein, comme tout le monde. Pas comme tout le monde, non, mais c'est quand même un parcours assez classique, mais très chouette. Moi, je suis très fan de la mini transat. J'adore les récits de mini transat parce que voilà, je suis pas du tout navigatrice. Mon mari essaie de m'emmener sur l'eau, il doit vraiment tirer pousser. Mais j'adore l'ambiance qui ressort. Tous les gens qui me parlent de leur passage à mini transat ont les yeux qui pétillent. Et ça, je trouve ça extra. Bon, d'abord, ouais, c'est vrai que c'est l'enthousiasme du début, mais même, tu disais, hein, on s'entraide même à améliorer les bateaux les uns des autres, on se passe tout. Tu dis, après, ça a été un peu gloops en passant à la Figaro, c'était plus du tout la même ambiance. Mais donc, il y a vraiment cette ambiance bon enfant, c'est des passionnés à la mini, c'est trop chouette. Ouais, puis il y a quelque chose avec la mini transat, c'est vraiment le démarrage, c'est la découverte. On découvre un univers, on découvre souvent c'est là qu'on découvre la navigation en solitaire, on découvre tout un tas de trucs, le côté technique, les emmerdes quand on est sur l'eau, il y a vraiment plein de choses, c'est les premières fois. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'énorme dans la première fois, c'est-à-dire qu'on a on a un regard neuf, chacun vient pour des raisons personnelles, mais il faut tellement se battre pour pouvoir faire la mini que on a tous une grosse envie d'y aller. Et chacun vient réaliser des rêves divers et variés. Ça peut être des rêves d'enfant, ça peut être juste une envie d'aventure, mais je crois que ça c'est aussi ça qui a fait la différence avec ensuite les années Figaro que j'ai eu par la suite, où j'étais plus avec des gens qui avaient l'habitude de régater, qui avaient toujours régaté, ils avaient commencé en optimiste. Il y avait un truc, c'était pas si nouveau que ça. Alors que la mini, tout est nouveau et c'est ça qui nous soude aussi. On partage un enthousiasme total. Ouais, je l'avais découverte grâce à la navigatrice belge Marie-Amélie Lénards, qui était la première femme belge à faire justement cette Ah traversée. oui. Et elle est très très chouette, effectivement. Elle parlait de toutes ces découvertes, quoi. Et c'est ça que enfin, c'est super beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a là-bas. Je vais être sur le départ du Vendée Globe, hein, cette année, je viendrai voir. Waouh, Mais super. j'ai pas encore fait de départ de mini. Franchement, je serais Ah aussi ouais, enthousiaste, tu vois. ouais, je comprends. Mais donc, toi, t'étais dans ton camion par tous les temps au début pour vivre tout ça, non? Ça a été Oui, vraiment le parcours héroïque. bah héroïque, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que bah moi à ce moment-là, j'étais skipper professionnel depuis 2 ans, donc pas très longtemps. En tant que skipper pro, j'avais pas un gros salaire. Pour faire du bateau, bah il faut pouvoir investir dans un bateau, il faut du temps libre. Donc j'avais mis de côté tout ce que je pouvais. Je m'étais trouvé, en fait, c'est mon père qui m'avait trouvé en Allemagne, parce qu'en Allemagne, les véhicules d'occasion, surtout à l'époque, c'était vraiment pas cher. Il m'avait trouvé une petite camionnette vraiment toute mignonne, toute petite, voilà, qui avait une boule de remorquage, donc je pouvais tracter mon mini, et en même temps, c'était ma maison. Et c'est comme ça que j'ai démarré, oui, parce que j'avais pas du tout les revenus pour payer un loyer, en plus de payer mes entraînements, de payer les inscriptions aux courses et puis tous les frais qu'il y avait autour de ça. Et j'ai une question de Valentine, donc, parce que je pense que l'une de tes premières victoires, c'était en mini, non? Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, du coup, je lui avais dit, et alors, enfin, non, elle m'avait demandé spontanément, je me dis, ah ben c'est bien, on va la caser ici. Bonjour Isabelle, as-tu déjà gagné une course? Oui, Valentine, bonjour. Oui, j'ai déjà gagné des courses. À vrai dire, la toute première course que j'ai gagnée, c'était la première année en Mini 650 en 2004.
Et en fait, je crois qu'on était une dizaine au départ de cette course. Ça s'appelait la route de la Sardine. On partait de Douarnenez, on allait en Angleterre et on revenait à la Trinité-sur-Mer. Donc on traversait la Manche 2 fois. Et en fait, j'ai terminé parce que j'ai gagné cette course parce que je suis la seule à l'avoir terminée. Et ça fait aussi partie des choses qu'on doit savoir, c'est que c'est pas la navigation, la course au large, c'est un sport mécanique, c'est un sport qui demande de l'endurance, de pas baisser les bras. Et j'étais très fière en fait. C'était mes tout débuts. À ce moment-là, je naviguais pas encore aux avant-postes. Je prétendais pas du tout gagner une course et ça a été une grande surprise. Après ça, en 2007, j'ai fait construire un bateau pour me lancer une deuxième fois sur la Mini Transat. Et là, j'ai gagné plusieurs courses, effectivement. Ouais. J'aime bien aussi cette histoire dans ton livre, ça ressort assez fort, que c'est quand tu lâches, ou quand le matos te lâche, que tu es la meilleure, quand il n'y a plus d'enjeu. Du coup, tu fais comme tu penses, tu es plus à l'écoute de toi-même et de ton intuition, et quelque part, ça roule mieux pour toi. C'est ça qui m'a amusé, parce qu'une fois, il y avait la VHF qui t'avait lâché, enfin, t'avais vraiment plus moyen de communication, tu dis, bon, bah, ok, on va faire sans savoir, et ça a très très bien marché pour toi. Alors, en tout cas, c'est sûr que pour moi aujourd'hui c'est presque un lieu commun, hein. Je dirais quand on a une personnalité comme la mienne où je me mets la pression très très vite sur plein de choses et dès que je suis en mer, voilà, je m'accroche et je suis à fond. Eh ben la voie pour gagner en potentiel, elle consiste à lâcher la pression. Après, je pense que c'est valable pour plein de gens. Plein de situations dans la vie, on s'accroche et on voit qu'il y a un moment donné, on se dit bon ben non, en fait j'y arriverai pas, ou c'est voilà, j'arrête de m'accrocher parce que juste je vois que ça ne marche pas. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se déclenche. Moi, je l'ai vu en bateau, je l'ai vécu plein de fois, mais je l'ai aussi vécu, je le raconte, hein, à terre, quand j'ai lâché par exemple mon envie de faire le Vendée Globe. Parce que j'ai couru après ça pendant des années, j'ai cherché des sponsors pendant des années, et puis à un moment donné, je me suis dit bah non, ça marche pas, laisse tomber. Déjà si tu trouves un budget pour faire du Figaro, c'est déjà super. Et ça s'est présenté comme ça, et là je me suis dit bah super quoi, super, c'est bon, j'ai assez, je suis contente, je suis contente avec ce que j'ai. Et j'ai eu l'impression qu'une fois que je m'étais glissée là-dedans, et ben il y a une porte énorme qui s'est ouverte devant moi. Oui, c'est dingue, hein, ces histoires de crispation, tu le retrouves à plein d'endroits dans la vie. Mais ça me parlait tellement aussi, je me dis parfois tu t'épuises à essayer que ça marche à tout prix, et puis c'est quand tu dis bon allez, et que tu fais un truc tout relax juste pour toi, que tu retrouves le plaisir, que quelque part les choses se débloquent, et que parfois, comme tu l'avais dit, ah enfin t'as piégé, ok maintenant on peut y aller. Du coup tu te recrispes, et c'est tellement dur, tu dis en course aussi tu veux rien lâcher, tu vois l'autre qui est juste derrière toi, donc tu dis il est temps que je me repose, mais non je peux pas maintenant, il y a ceci, il y a cela, et tu dis à chaque fois je retombe dans le panneau. Et je crois qu'on est tous comme ça, moi aussi je le sais intellectuellement que quand on se repose après ça va 10 fois plus vite, c'est mieux, et parfois tu n'y arrives juste pas en disant oui mais il y a tellement à faire. On est très bon pour se mettre la pression. Ça c'est sûr, on est toujours bon, puis c'est vrai que le naturel il revient toujours, ça c'est certain. Maintenant ce que j'ai vu, et c'est aussi ça qui me porte aujourd'hui, c'est que bah à force déjà de voir comment ça se passe, d'observer, de se dire ok, bon bah là j'ose pas me coucher parce que j'ai un concurrent qui est juste à côté de moi, mais je vais y aller, tiens, je vais quand même y aller une fois. Et je trouve que à force à un moment donné de faire des petits mouvements comme ça et de voir que ça marche, et ben ça aide à lâcher davantage. Et je pense qu'aujourd'hui j'ai un rapport à la pression qui n'est plus du tout le même qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Et je pense que bah c'est quand même moi je garde une foi totale là-dedans aujourd'hui, ça c'est sûr.
Ah, pour moi, c'était la grande leçon de ton livre, hein. Je crois que je vais faire beaucoup plus de pauses maintenant et des vrais week-ends. Non, mais vraiment, alors merci, hein, de la piqûre de rappel et puis tu avec des beaux exemples, comme tu disais une fois où dans une course, il y avait un concurrent qui était vraiment très, très près derrière toi et tu pensais qu'il était en duo, donc ce n'était pas un concurrent pour toi dans ta course, hein, c'était pas la même catégorie. En fait, finalement, il était parti en solo, donc c'était bien un concurrent, mais tu n'en avais absolument pas conscience. Donc tu as fait ton truc, quoi et Ouais. tu es resté en tête et ça a très, très bien marché. Je me dis: Ah «Qu'est-ce qui ouais, se c'est serait passé si tu incroyable. avais su qu'il était solo?» C'était quelle course ça? C'était une super belle histoire, j'adore. Ah ouais, c'est incroyable. Là. Puis Ouais. je crois que c'est mon seul podium en solitaire. C'était ma deuxième année en IMOCA. C'était une course où il y avait quand même beaucoup de manœuvres parce que c'était une course en manche où il y avait plein de bouées à contourner. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs, plein d'actions. Et en général, pour moi, c'est plus difficile parce que physiquement, bah, j'ai du mal à hisser les voiles, ça prend plus de temps. Et quelqu'un qui est plus costaud, un homme aguerri, ben, il va gagner au moins sur les manœuvres. Et c'est vrai que bah, le fait de voir Yann derrière moi, tout proche, et d'être Oui, sûr que c'était de toute Yann, façon, Yann Eliès, qui voilà, c'est avait, ça. bah, c'est vraiment un très très grand navigateur qui en plus avait un bateau plus récent que le mien, beaucoup plus récent, beaucoup plus Mais performant que oui, le mien. donc Bah, c'est ça, j'aime dire. «Oh oui, Yann est là, c'est pas grave, il est ouais, à 2. Donc c'est ça. non, parce que tu aurais été une autre pression, hein, oui, justement. C'est pour ça que je dis: «C'était qui encore?» parce que c'était pas rien. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as regretté d'être femme? Parce qu'à à plein d'étapes, tu te dis: «Mon Dieu, pour une femme», justement, tu parles de la lourdeur du matériel parfois, pour les manœuvres, c'est pas nécessairement un avantage et tu parles justement, tu as beaucoup combattu ce fait d'être femme avant finalement de l'accepter, de jouer des capacités autres qu'on a, de naviguer le bateau qu'on a quelque part aussi, le corps qu'on a et ça, c'est très intéressant dans ton parcours également, je trouvais inspirant en tant que femme, hein. Ouais, bah, c'est vrai que quand j'ai démarré, j'étais entourée d'hommes, hein. On est dans un univers très masculin. À ce moment-là, je regardais comment ils faisaient. En plus, moi, j'étais pas issue du milieu de la régate, donc je connaissais pas, hein, comment se préparer. Il y avait plein de trucs que je ne connaissais pas, tout simplement. Donc, je regardais comment les autres faisaient. Et puis, j'essayais de faire pareil. Et puis, c'est aussi ce que j'avais appris dans mon enfance, c'est ce que je raconte, hein. J'avais appris à me battre comme les garçons parce que j'ai été un peu élevée comme ça. Et du coup, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que en fait, je faisais tout comme les mecs. Et j'essayais d'être aussi musclée, donc je faisais de la muscu, je faisais plein de prépa physique pour essayer de gagner en masse musculaire pour avoir la même force qu'eux. Et avec le même fonctionnement, bah, je pensais déjà, je pensais que j'avais comme un retard à rattraper. Ça, c'est vraiment quelque chose. Là, il y a vraiment une croyance. Et je pense que je suis pas la seule à l'avoir. C'est que ben voilà, une femme, c'est comme une demi-portion d'un homme sur un bateau. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait j'étais complètement à côté de la plaque parce que alors physiquement certes j'ai moins de force et ça en plus moi j'ai un tout petit gabarit donc ouais c'est clair hein, je vais jamais hisser une voile aussi vite que bah, mon coéquipier Pierre qui est tellement plus grand, tellement plus costaud, il va 2-3 fois plus vite. Tu mesures combien? 1,60 m. Oui, voilà, donc Ah ouais, j'ai un tout petit gabarit. Donc ça c'est une réalité. Mais après, j'ai justement dans mon parcours, je me suis rendu compte que, ben, en fait, à part ça, à part la force, il y a quoi? Bah, il y a juste plein de choses en fait. On peut accéder à la puissance, on peut accéder par l'intuition, on peut accéder à plein de choses. On peut faire moins de manœuvres, mais les faire de manière plus pertinente au bon moment. En fait, il y a plein de manières de fonctionner. Et je pense que aujourd'hui j'ai trouvé la manière qui me correspond le plus et c'est maintenant que je vois que alors que à l'époque j'avais 20 ans de moins, j'étais plus forte parce que j'étais plus jeune et ben en fait aujourd'hui je vois que je navigue mieux. être femme, donc tu as d'ailleurs une association, Horizon Mixité. Tu veux nous en parler un peu? Ouais, bah ouais, l'association Raison Mixité, je l'ai fondée avec une amie qui était journaliste, on l'a fondée en 2012 dans l'idée de partir du témoignage de mon vécu en fait dans la course au large.
Ça, c'était le point de départ pour communiquer sur le fait qu'il n'y a pas de métier masculin. Et il n'y a pas non plus de métier féminin, parce que ça va dans les deux sens. Et que les femmes, elles réussissent aussi bien dans tous les métiers, et aussi bien dans la course au large que les hommes. Et bon, après, nous, on a envie de communiquer, on s'adresse aux enfants dans les établissements scolaires, mais on s'adresse aussi aux femmes en faisant naviguer des femmes ici à Lorient pour qu'elles puissent ensuite s'engager sur des équipages mixtes une fois qu'elles ont gagné en confiance, qu'elles ont touché à tous les postes, qu'elles savent que c'est bon, elles savent ce que c'est un tout petit peu la tactique, la barre, le piano. Eh ben, elles vont pouvoir proposer leurs services sur dans des équipages mixtes, parce que le problème des femmes souvent c'est la confiance en soi. Et quand une femme n'a jamais tenu la barre, elle va pas oser monter sur un bateau avec des hommes et dire moi je vous propose de prendre la barre, alors qu'il y a plein d'hommes qui n'hésitent pas à le faire. Donc l'idée c'est ça. Et puis ce qui était moi j'adorais le point de départ. Il y avait un gros paradoxe dans la course au large, c'est que la course c'est un sport mixte, donc il n'y a pas de classement féminin, mais il y a très peu de femmes, alors que c'est totalement ouvert aux femmes. Et puis il y a un autre paradoxe, c'est que c'est un sport qui est très physique, notamment l'IMOCA, c'est un bateau qui fait presque 19 mètres de long, qui pèse un peu moins de 10 tonnes globalement quand il est chargé. C'est extrêmement physique, et pourtant quand on regarde, les femmes elles réussissent aussi bien que les hommes. Donc je me dis ok, donc si c'est possible dans la course au large, dans quel métier ce serait pas possible en fait? Et c'était un peu le départ d'Horizon Mixité. C'est vrai que c'est un chouette message et ça reste important parce que toi aussi, tu as quand même eu des remarques assez désagréables parfois de Ouais. certains navigateurs. Ou, enfin voilà, c'est pas neutre. Il y a une raison aussi pour laquelle les femmes n'osent pas se lancer, c'est qu'on essaie de les remettre à leur place, qui n'est pas leur place d'ailleurs, qui est juste un cliché, mais ouais. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'on vit dans une société qui n'a pas l'habitude en fait de voir. Là, moi, je parle de la course, mais il y a tellement de milieux. Je crois vraiment chez les chefs d'orchestre, les chirurgiens. Ouais, je crois qu'il y a vraiment des métiers où on se dit ah bon, tiens, pourquoi il y a pas de femmes? Mais en tout cas, il y a pas de femmes. Et puis quand il y a une femme, on la regarde un peu de travers, parce qu'on se dit mais est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va savoir faire? Est-ce qu'elle va être compétente? Et il y a quand même ça dans la course au large, malgré le fait que globalement, je trouve qu'on est quand même bien accueillis. Et puis, j'irais pas dire qu'il y a des remarques sexistes régulièrement, c'est pas ça. Mais de temps en temps, on entend un truc et on se dit ah ouais, en fait, c'est quand même pas tout à fait pareil quand on est une femme. C'est comme si c'était un peu masqué. Et puis, il y a des situations où on se dit ah oui, non, mais la réalité, c'est vraiment ça. En fait, je m'étais un peu voilé la face, mais la réalité, c'est que quand une femme gagne, tout le monde est étonné. Les femmes sont étonnées, les hommes sont étonnés, les concurrents sont étonnés, enfin, en fait, donc ça veut dire quoi? Si vous êtes étonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pensez que c'était pas gagné? Et puis, voilà, quoi. C'était juste mignon de voir des femmes qui essaient, quoi. Ouais, un peu ça. Mm. Ouais, oui, c'est vrai que moi aussi, j'aimerais bien qu'on parle juste de pas c'est bien pour une femme, juste c'est bien. Voilà, c'est tout, c'est bien. Ma connaissance navigatrice Charlotte Mestrio, qui revient donc du cercle arctique polaire, où elle était là plutôt pour une navigation à but scientifique, me posait une question pour toi. Comment tu faisais pour concilier ton métier et les questions sociales et écologiques? Donc voilà, on en parlait, elle parlait justement de l'association Horizon Mixité, et donc voilà, Charlotte, je voulais en parler aussi, donc ça s'est fait. Mais alors, du côté écologique, est-ce que tu vois aussi des évolutions des deux côtés? J'ai lu le livre, je ne sais pas si tu l'as vu, le livre Réduire la voilure de Stan Turé, qui parle justement des enjeux et des impacts de la course au large. Et voilà, certains se posent des questions, mais n'en ont pas vraiment le droit. En tout cas, c'est très mal pris. Je ne sais pas si toi, c'est des choses qui te parlent ou pas. Complètement. Je reconnais qu'il y a un énorme paradoxe, en fait, entre le fait qu'on navigue à la voile, donc on navigue grâce à la force du vent, et ça c'est magnifique, et le fait que pour construire nos bateaux, on consomme beaucoup d'énergie, et il y a de la pollution, et ça c'est une réalité. Et je crois que la course au large écologique aujourd'hui, elle n'existe pas encore. Est-ce qu'elle peut exister un jour? Moi, je crois que ça demande
des transformations radicales dans nos fonctionnements, dans nos règles, dans l'état d'esprit aussi dans lequel on part, en général. Et ben ouais, je pense que cette question est une vraie question. Moi, j'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est qu'il y a une énorme contradiction entre mes valeurs profondes et puis le métier que je fais. Et en tout cas, j'ai pas envie de m'en cacher, j'ai pas envie de raconter des histoires là où je pense que la réalité, c'est pas toujours ce qu'on raconte. C'est vrai que parler des ovnis qui sont souvent des animaux, que parfois même les courses ne veulent pas dévier quand on sait que pourtant il y a tout un pod qui est là, donc ça c'est un petit peu... Ouais, mais alors là, pour le coup, il y a quand même une certaine prise en compte. Aujourd'hui, par exemple, sur le Vendée Globe, il y a des zones qui sont des zones interdites parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cétacés. Donc il y a des quand même. Je dis pas que la course au large est totalement aveugle à toutes les questions écologiques. Hein. C'est pas ça. C'est que la marche est tellement énorme. Je pense qu'il faut une transformation radicale de notre fonctionnement, de nos règles, et que est-ce qu'on est prêt à ça? Moi je peux pas répondre. Ouais, parce qu'il parle aussi de cette fuite en avant à la vitesse avec les foils qui font voler les bateaux, et donc il y a une sensation de légèreté incroyable, mais ça atterrit aussi, et là c'est dur. Yannick me le disait aussi, je rigolais en disant mais t'as qu'à rester en l'air. Il dit bah, oui, c'est pas comme ça que ça marche. Je m'en doute bien, je m'en doute bien. Mais donc, c'est vrai qu'il y en a qui disent, ouais, enfin, ces bateaux qui cassent et qui cassent le bonhomme, est-ce que vraiment cette fuite, à chaque fois, essayer de retirer des grammes et gagner par contre des nœuds, c'est tout à fait l'avenir de ce que doit être la course. Ouais, en ce qui me concerne, moi je pense qu'il y a un moment donné, je sens que j'atteins mes limites en termes d'acceptation de la vitesse du bateau, par exemple. Le bateau, mon bateau, il est équipé de foil, donc il va très vite, il vole. Et un bateau qui vole, à un moment donné, il atterrit quand la mer est déchaînée, et c'est quand même le cas dans le Vendée Globe, c'est plus de la moitié du temps, la mer est déchaînée. Là, le bateau, il tape dans la vague, en fait. Il s'envole, il se soulève au-dessus de la vague, et puis il réatterrit, il tape dedans assez fort. Et là, c'est très violent, c'est très brutal. C'est une navigation que j'avais pas connue par le passé, quand j'ai fait du Mini, du Figaro. Ça tapait dans la vague de temps en temps. Mais là, ça tape tout le temps. Dès que le bateau va vite, ça fait partie maintenant du quotidien du navigateur, d'être dans un environnement où on est plus seulement dans une machine à laver, on est dans une machine à laver et en même temps dans des autotamponneuses. C'est ouais, c'est très spécial, je trouve que ça augmente la difficulté, clairement. Et pour ma part, je sais qu'à un moment donné, j'ai perçu ma limite et je suis ok avec ça. De me dire, bon, moi, je sais que je peux pas aller plus loin que ça. Je veux pas me mettre en danger plus que ça. Je veux pas y laisser ma santé. Donc voilà, ma limite, je la connais. Et je tourne autour de ça aujourd'hui. C'est aussi avec cet état d'esprit que je vais partir sur le Vendée Globe dans un mois. Je vais essayer, je suis une compétitrice, j'irai le plus vite possible, mais je me respecterai et je respecterai mon bateau. Et après voilà, ça ne concerne que moi et je pense que c'est à chacun de quelque part de mettre sur le curseur là où il sent qu'il peut aller. Tout à fait. Mais ça fait partie de la gestion. Tout le monde disait, moi j'aime bien, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est slow is smooth, smooth is fast. Donc c'est parfois ralentir te permet justement d'être toujours, pas dans ta zone de confort, je veux dire, on n'est pas là pour faire du tricot en mer, mais d'être dans un endroit où tu vas pouvoir gérer sur la durée, quoi, parce que ça dure quand même les 80 jours plus ou moins, là, le Vendée Globe, donc faut tenir, quoi. Donc si on est à fond tout le temps, ça peut pas marcher. Donc avoir la sagesse, donc comme tu le dis toi-même dans ton livre aussi, la base, c'est de se connaître, de bien se connaître et de savoir se gérer aussi, ouais. Et c'est là qu'on va loin. Oui, et puis non, mais j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup cette phrase, hein, slow is smooth, and smooth is fast. Ah, tu la connais aussi? Non, je la connais pas. Je la découvre là avec toi. Et j'adore. Ça, enfin, en tout cas, moi, je me reconnais complètement là-dedans. Sur mon chemin de regarder ce qui se faisait, de me dire ah tiens, il y a la Mini, j'ai envie de faire la Mini, trop bien.
et aller à fond, parce que les autres sont à fond. Et puis il y a un moment donné, j'ai compris, je me suis dit mais en fait non, ça marche pas comme ça pour de vrai. Et à un moment donné, peut-être que ça peut valoir le coup de ralentir un peu pour se repartir. Et ça, c'est vraiment un rythme que j'ai adopté et que j'adore parce que c'est là-dedans que en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à aller vite. Moi, j'arrive pas à aller vite autrement, en fait. Ouais, tu disais à chaque fois qu'une fois, tu as eu un chouette podium aussi, t'avais lu quoi? T'avais pris le temps de lire, enfin, je crois que c'était une fois où tu te dis, bon, pas d'enjeu cette fois-ci parce que je sais plus ce qu'il y avait, mais tu avais fait une course sans enjeu et quelque part, ça va donner de très très bons résultats. Donc, quelque Ouais. part, pour ton prochain Vendée Globe, je te souhaite une panne de radio, de ne plus savoir où sont les autres, et de faire juste ton truc, quoi. Je me dis, mais débrancher Isabelle, ne lui laissez rien savoir d'où sont les autres, laissez-la faire son truc, c'est là que ça marche le mieux. Ouais, bah ouais, mais en fait, c'est pas les autres qui vont me débrancher, les autres ils se branchent. C'est à moi de me débrancher. C'est aussi ça, tu vois, que j'ai appris à faire. C'est que bah non, les autres ils ont pas du tout envie de se débrancher ou de me débrancher. Les autres ils veulent des nouvelles, voilà, il y a le fonctionnement extérieur. Sauf que ben c'est à moi à un moment c'est à moi de décider. C'est aussi ça. Je trouve que c'est aussi un chemin de liberté, d'apprendre à fonctionner, à trouver le fonctionnement qui nous correspond à nous. C'est très très important. Voilà, il y a des compétiteurs qui... Yannick Verstappen, il faut, s'il y a quelqu'un devant lui, il faut qu'il remonte, c'est ça qui le drive. Moi, je suis plutôt comme toi, ne me dites rien, laissez-moi faire mon truc, parce que de toute façon, je ferai de mon mieux, je peux pas faire mieux. Mais si en plus, on me met la pression, là, par contre, je commence à faire des mauvais choix, donc c'est pas la peine. Et ça, c'est vrai qu'on a tous nos boutons, ils sont tous différents, et c'est pour ça que la version taille unique des entraînements, etc., ça marche juste pas du tout, en fait. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, tu as eu des doutes pour les dépasser, justement, tu t'es dit, justement, au lieu de dire non, je veux rien savoir de mes peurs, des peurs apprises aussi par des mauvaises expériences passées, d'un dématage, d'une fuite d'eau, de quelque chose, d'une collision qui nous a donné une frousse bleue. Tout ça, tu disais, ça s'ancre terriblement dans le corps aussi. Parfois, on croit qu'on a dépassé et puis en fait, il y a des blocages dont on n'est pas conscient. Tu as beaucoup, beaucoup travaillé sur tout ça. Quels ont été les moyens pour toi justement de dépasser des doutes, des croyances limitantes et des mini-traumas, il faut bien appeler ça comme ça, de courses où il y a eu de la casse par exemple? Bon, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai eu des avaries, des grosses casses qui étaient parfois dues à une erreur, parfois pas, mais en tout cas qui m'ont fait très très peur et qui m'ont impacté. Le premier réflexe que j'ai eu, ça a été on dit faut remonter à cheval le plus vite possible. Donc moi j'ai fait ça quoi. Je me suis dit ok, la suite c'est quoi? Je vais pas m'arrêter là, ça va pas m'arrêter sur mon chemin. C'est des choses qui arrivent. Voilà, on dit ce qui ne tue pas nous rend plus fort, des trucs comme ça quoi. Et moi j'étais un peu branchée là-dessus et du coup voilà, j'étais tournée vers l'avant. Et puis jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait tout ce qui n'est pas traité est toujours là. Ça reste là et ça revient à un moment donné où on s'y attend pas, puis surtout où on reconnaît pas que c'est ça qui est là. Par exemple, j'en sais rien, un talonnage, voilà, j'ai tapé un caillou, ça a cassé ma quille, ça a cassé très fortement mon bateau. J'ai eu peur de perdre ma quille, ça je l'ai senti dans mon corps. Et à un moment donné, je vais naviguer en plein milieu de l'Atlantique et je vais avoir peur de taper un caillou. C'est complètement absurde, ça n'a aucun sens, mais c'est là. Et en fait, c'est là, c'est dans mes tripes. Et à ce moment-là, il y a une perte d'énergie totale parce que comme je suis en lien avec une peur, je suis pas du tout en train d'essayer de faire avancer mon bateau vite. En fait, je suis juste en train de me dire ouh là là, il se passe un truc. Faut vite que j'aille voir dehors s'il y a pas en fait un cargo juste devant moi au cas où. Ça, c'est des trucs qui m'ont rattrapé. Et j'ai vu à un moment donné, j'ai clairement vu que ça me tirait vers le bas. Et alors comment j'ai fait pour dépasser tout ça? Ça a été long, clairement. Il y a eu, moi j'ai vraiment fait un chemin qui a duré plus de 10 ans, je dirais. Et puis j'ai trouvé des voies de passage, des fonctionnements
qui m'ont aidé. Il y a l'auto-hypnose alors ça s'appelle l'hypnothérapie en fait. C'est une auto-hypnose très particulière qui ressemble pas à ce qu'on apprend avec l'hypnose ericksonienne. Ça a été un gros soutien. C'est quelque chose que je pratique aujourd'hui durant mes courses, mais je les pratique aussi à terre. Je pratique, je vais pas dire quotidiennement, mais très très souvent. Et ça consiste en quoi, ça? Ce type d'auto-hypnose se base sur quoi, les grands principes, hein? En fait, déjà, juste l'hypnothérapie, le principe, c'est de laisser vivre, c'est de fermer les yeux, de se mettre en état, enfin d'être mis en état d'hypnose si on est avec un thérapeute, par exemple, et puis de laisser monter des tensions qui sont en lien avec une situation qu'on a évoquée. Donc, si par exemple, moi je dis, quand je suis en mer, j'ai peur de taper un cargo. Je vais juste fermer les yeux et rester en lien avec toutes les sensations corporelles que cette peur peut engendrer au moment où j'en parle. Et je les laisse se vivre et ça dure quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Et je laisse monter, je laisse faire, je fais rien, je cherche surtout pas à bouger, je cherche pas à crier, j'en sais rien, à me débarrasser de ces sensations qui peuvent être très désagréables. Je les laisse se produire dans mon corps. Et c'est mon corps qui libère en fait. Parce que c'est là que toutes sortes de traumas en fait est stocké quelque part dans le corps. Et il y a une intelligence corporelle extraordinaire qui peut libérer tout ça. Et c'est un truc très simple et c'est un truc que je pratique par ailleurs toute seule. Et des fois je le pratique en mer parce qu'en mer je peux pas appeler en mer faut que je me démerde. Et donc j'utilise ces mêmes outils. Et voilà, il y a eu plein d'outils, mais je dirais que ça c'est un outil qui m'a récemment libérée de grosse pression de ce type. Oui, j'ai vu que tu as utilisé aussi le MDR. J'en parlais avec un ancien des secours de haute montagne. Là, effectivement, les post-traumas, ils connaissent sur eux-mêmes, hein. Donc, ça l'avait libéré tout à fait. de cauchemars aussi assez efficacement et rapidement. Ouais, voilà, il y a le MDR, c'est aussi très efficace. Franchement, il y a plein de moyens, il y a plein de psys qui sont spécialisés dans les traumas, qui ont encore d'autres méthodes. Il y en a tout plein, mais le truc c'est qu'à un moment donné, faut se regarder en face et dire là, c'est bizarre, ce qui m'arrive c'est pas normal. Je pourrais très bien être mieux sans ça. Et après, faut accepter aussi d'être un peu vulnérable et d'aller regarder. C'est vraiment des endroits sombres que moi j'ai osé aller les regarder et aujourd'hui je trouve que c'est ça qui m'a le plus aidé au final. Tu parlais justement du mouvement lent aussi qui t'a beaucoup aidé. Et alors l'association corps-esprit, tu m'as fait faire réfléchir aussi parce que je me disais tiens c'est vrai qu'on sait que l'esprit peut encaisser et ankyloser le corps, lui créer des blocages etc. Mais qu'en libérant juste le corps sans comprendre nécessairement ce qu'on a libéré, ça peut libérer des choses dans l'esprit et redonner de l'énergie. Ça par contre j'ignorais tu vois. Justement tu as beaucoup travaillé avec le mouvement lent, des mouvements lents de danse ou d'expression libre du corps. Et je me dis ouais là ça c'est vraiment pas les choses qu'on entend le plus, où justement les marins, normalement c'est dur, ça fait la fête à mort, enfin il y a tout le gros mythe pour être dans le gros cliché, hein, évidemment. Donc quand on commence à parler de finesse, de mouvement lent, de danse, c'est vrai qu'on s'y attend un peu moins, mais justement c'était hyper enrichissant parce que justement travailler son corps qui va être ton outil de travail qui doit être le plus affûté possible en mer. Et les affûtages sont aussi différents que les personnes, mais le tien, voilà, m'a énormément parlé. Tu parlais d'ailleurs que, je sais plus, ton kiné, physio, je sais plus avec qui tu travailles, et en travaillant sur ton corps, a vu un trauma en lien avec des migrants, que quelqu'un d'autre capte des images mentales qui sont quelque part stockées dans ton corps. Moi, je trouve ça extraordinaire et prouve l'intérêt de la démarche de travailler avec son corps aussi pour libérer tout ça. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que je témoigne de ce que j'ai vécu. Voilà, c'est des choses qui se sont passées dans ma vie et j'en parle. J'ai aucune explication à donner, je ne sais pas. Moi, j'ai juste vu des trucs, vécu des trucs où je me suis dit tiens, c'est quand même incroyable cette coïncidence. Après, ce qui est sûr et certain, c'est que à force d'être attentive à ça, à force d'être consciente, en fait, j'observe aussi, hein.
Je pense qu'on peut passer à côté de coïncidences et juste ne pas les regarder. Et dans ce cas-là, on continue son chemin, tout simplement. Et là-dessus, il n'y a pas forcément d'évolution qui se fait. De mon côté, je regarde, je vois, il y a quand même des tas de choses dans ma vie qui m'ont paru étranges et qui peu à peu prennent du sens. Moi aujourd'hui, en ce qui concerne la relation entre le corps et l'esprit, pour moi le corps est le reflet de l'esprit et l'esprit est le reflet du corps. Enfin, c'est vraiment, pour moi c'est une évidence. C'est comme quand on a une pièce, il y a pile et il y a face, et puis c'est la même pièce, quoi, clairement. Et quand je sais pas, quand mon corps, quand je suis pas bien dans mon corps, je suis rarement vraiment bien dans mon esprit, en fait, dans ma tête. Ça, je crois que ça arrive pas si souvent que ça. Si j'ai des crispations, si j'ai des tensions, et à un moment donné, je peux m'apercevoir que j'en ai aussi mentalement. Et moi, ce que j'adore faire, c'est la fasciathérapie, la pédagogie perceptive dont je parle beaucoup parce que c'est la méthode avec laquelle je me prépare dans ma préparation mentale. Et elle consiste vraiment à aller vers le corps quand il y a quelque chose qui bloque dans la tête, ou parfois aller dans la tête quand il y a quelque chose qui bloque dans le corps. Et ça, c'est incroyable, mais ça marche encore mieux. En tout cas, pour moi, ça marche très très bien, et c'est pourquoi j'ai des pratiques dans lesquelles je ne fais pas la différence entre ce que je vis mentalement ou ce que je vis corporellement, en fait. Pour moi, c'est la même chose, en fait. Si je ferme les yeux et que je me pose la question comment je me sens, moi, ça passe par les sensations corporelles. C'est mon corps qui va me dire. Là, je me sens bien, je me sens heureuse, je me sens joyeuse et tout. J'aurai toutes mes réponses dans mon corps. Je vais pas les avoir dans ma tête. Si j'ai mes réponses uniquement dans ma tête, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je suis pas bien. En réalité. Si je sens pas mon corps, c'est que je suis coupée d'une partie de moi. Et là, il y a des questions à se poser. En tout cas, moi, je me pose ces questions. Et d'ailleurs, quand je fais du pilate, parce que je pratique dans ma préparation sportive, je pratique beaucoup le pilate. Il y a des jours, par exemple, je suis stressée et Johanna, qui est ma coach, elle voit tout de suite que je vais être tendue, par exemple, ici, au niveau du sternum, parce que ça, c'est un grand classique. Quand on est stressé, on se tend à cet endroit-là. Et souvent, elle me dit, mais tu vois pas tu sens pas que t'es figée? Je dis non, je sens rien. Ok. Mais en fait, c'est parce que je sens rien. C'est comme s'il y a toute une zone qui est endormie. Donc, je me rends même pas compte que je suis stressée parce que j'ai endormi cette zone. Donc moi, je le vois pas. Mais Johanna, elle le voit tout de suite. Et c'est quand, à travers justement le fait déjà d'en prendre conscience, de faire des exercices pour remettre de la mobilité à cet endroit du corps, c'est au moment où je sens que ça redevient mobile, que d'un coup je me dis ah ouais, ça y est, je comprends. Effectivement, j'étais stressée et là d'un coup je suis beaucoup moins tendue et c'est en fait c'est quand on libère qu'on se rend compte du truc. Mais ça m'a intéressé, je me dis dans ces sociétés où on nous demande d'être assis tout le temps et très 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 fixe, très rigide, même de quel potentiel de productivité est-ce qu'on ne se prive pas, puisque c'est ça le gros truc, c'est d'être le plus productif possible. Après, il faut savoir pourquoi on le fait, mais ça c'est encore un autre débat. Mais je dis de quel potentiel on se prive en figeant les gens à un poste de travail, en leur demandant de ne pas prendre trop de pauses, etc. Quand justement la mobilité du corps réveille l'énergie. Et ça m'a interpellée aussi en te lisant, en me disant... Tiens, ouais, j'avais pas pensé qu'effectivement on avait plus, enfin oui, on le dit de 36 manières, mais aussi les enjeux de notre énergie à disposition quand quelque part une partie du corps se fige, quoi. Ah, complètement. Je pense que quand une partie du corps se fige, on a moins d'énergie vitale. À cet endroit-là, on a une déperdition d'énergie. Je pense que le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est justement c'est ça qui entretient l'énergie vitale. À partir du moment où on se fige, où on doit rester assis toute la journée et qu'on est dans l'incapacité de se lever régulièrement pour faire des mouvements, pour aller dehors, pour respirer de l'air frais, je pense qu'on se prive. On se prive et il y a un moment donné, on finit par le sentir. Ça, et puis pour le coup, là, ça se perçoit dans le corps, parce que le corps nous dit stop.
Et ça peut après se traduire par des maladies diverses et variées, des blessures. Enfin, voilà, c'est vraiment des messages. En fait, c'est quand voilà, en gros, là, quand mon corps a mal, ben, c'est pas que juste mon corps qui avait besoin de mouvement, c'est que en fait, l'énergie vitale, ça concerne autant mon esprit que mon corps. C'est tout mon être qui a besoin d'énergie vitale pour être bien, pour bien fonctionner, pour répondre aux demandes, pour être percutant, enfin voilà, pour moi c'est tout, c'est un tout. C'est un tout et à regarder comme un tout. Et c'est ça que ça fait du bien. Enfin, moi, je suis d'une famille où il y a énormément de médecins. Je suis cernée. Mais le nombre de fois où on en parle de la première médecine, effectivement, ça va être le mouvement, la deuxième, ça va être la nutrition. Et on n'est pas du tout dans la médecine préventive en Occident, c'est plutôt en Orient. Et c'est tellement dommage, quoi. Enfin, il y a plein de choses où on voit que le psychologique est tellement lié au corps et que dissocier les deux pour ne traiter que le symptôme, quelque part, ben, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Ça marche en médecine, ça marche en sport. Si on affûte que le physique avec à nouveau un truc taille unique pour tout le monde, bon, il faut des bras forts, donc on va faire des bras forts. On oublie que pour certains, il faut quand même travailler des muscles longs et fins ou plus la souplesse ou que justement les bras forts, ça suffira pas. Il faut qu'il y ait aussi d'autres stratégies derrière et qu'on fait d'un côté le corps, de l'autre côté le mental, mais qu'on oublie de faire un peu les deux en même temps. C'est dommage. On se prive aussi d'un affûtage. Hein. Ah ouais, complètement. Ouais. J'ai un très beau passage que j'ai envie de lire. C'est ce que moi j'appelle des moments d'éternité. C'est des moments où quelque part tu sors du temps. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe et là toi tu parles à un moment à propos de la danse qui fait partie de tes préparations pour être globalement bien en toi. Cette année-là, peu avant le départ de la Transat Jacques Vabre, j'ai vécu une expérience singulière lors d'un solo de danse. Durant quelques secondes, le temps s'est arrêté. Mes pensées ont disparu, et moi avec. Comme si j'avais été traversée par le mouvement. En cet instant, plus rien ne m'importait que l'intense sensation et le silence intérieur qui me guidait. Je suis restée pendant plusieurs mois sous l'effet de ce moment, comme si c'était agi d'une rencontre, imprégnée au point de trouver secondaires les contingences de la vie, y compris le départ pour ma première transat Jacques Vabre. J'avais découvert qu'au-delà de ce qui avait rempli et nourri mon existence jusque-là, il existait une dimension de l'être, bien cachée, mais d'une richesse et d'une profondeur insoupçonnées. C'est magique, hein, c'est magnifique, et c'est des moments, enfin voilà, tu dis c'est vrai qu'en creusant pour se découvrir, quelque part on arrive à ce moment où on s'oublie, c'est comme si on était très petit en même temps immense, c'est des beaux moments ça. Tu y penses encore ? Bien sûr, j'y pense. J'en ai revécu des moments comme ça. J'en ai revécu à plusieurs reprises. J'en ai revécu cette année. Je crois que ça c'est pareil. C'est des moments qui peuvent surgir comme ça dans notre vie, mais qu'on peut aussi, à force de se tourner vers ça, on peut les faire venir. C'est vraiment aujourd'hui, c'est des moments d'une richesse telle que ils nourrissent ma vie, clairement. C'est ce qui me donne aussi en fait, c'est paradoxal, ça me donne la foi de continuer, tout en même temps que ça me donne un grand détachement dans ce que je fais. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti là dans l'extrait que tu viens de lire. En fait, je me suis dit, mais au final, je sais même plus si j'ai envie de la faire cette course. Mais c'est parce que j'étais tellement bien j'étais tellement bien dans cet état, cet état qui était encore en moi était tellement bien que j'avais pas besoin d'autre chose en plus. Et quand tu dis qu'il y a un moment où on s'oublie, en fait, moi, ce que j'ai vu dans mon parcours, c'est que c'est important d'être très en lien avec soi-même, d'abord, pour être bien et pour pouvoir être disponible. Et à partir du moment où je suis disponible, je peux commencer à m'oublier. Et dans mon parcours, ce que j'ai vu, c'est que j'ai commencé par m'oublier parce que je voulais bien marcher dans la course, parce que c'est comme ça qu'on m'avait appris à fonctionner. Donc c'était oublie-toi, si t'as mal,
n'y pense pas, regarde ailleurs, c'est pas grave. Si t'as froid, c'est pas grave non plus, ça va passer. Voilà, ne pense pas à ça, pense à l'objectif, et l'objectif, c'est de gagner. Ça n'a jamais fonctionné. Et j'ai eu vraiment besoin de me tourner vers moi pour me dire, attends, non, mais en fait, le curseur, c'est toi qui le sens à l'intérieur de toi. C'est toi la jauge. C'est pas l'objectif sportif, la jauge, c'est toi. Et ce retour vers moi, c'est lui qui m'a permis, à des moments comme ça, qui sont des moments vraiment absolument magiques, et ben qui m'a permis d'un coup de pouf, comme si je m'évaporais, quoi. C'est des moments absolument intenses, qui peuvent être très très courts, mais qui restent, qui ne s'oublient pas. Quand tu reviens, tu dis, bah, c'est tellement dommage de s'en tenir à notre petite carcasse et à nos petites capacités et à notre petit ego c'est si petit par rapport à l'immensité qu'il y a en nous, justement. C'est ça l'intérêt de se chercher intérieurement parce que, et effectivement, de rester connecté à soi, mais c'est parce que c'est la porte d'entrée vers quelque chose d'immense, je trouve. Enfin, moi, c'est ça que ça me donne, de me dire, bah, oh, c'est dommage que je voulais juste travailler ma petite force superficielle, on va dire, qu'alors que j'ai un océan à l'intérieur, là. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est ok, ma force superficielle, tu le dis très bien, elle est limitée. Le poids est limité, ma taille est limitée, et ça oui. En revanche, à l'intérieur, il y a des forces, des ressources qui sont totalement insoupçonnées. Même moi, je n'en connais qu'une partie. En fait, je ne connais que ce que j'ai pu expérimenter. Mais j'ai été surprise à tellement de reprises. Ça m'est vraiment arrivé de me dire, mais d'où me vient toute cette énergie alors que j'étais épuisée. À l'instant, j'étais épuisée, et là, d'un coup, d'où me vient cette énergie qui dépasse totalement juste ma force physique? Et ben, je crois que c'est vraiment le résultat du chemin que j'ai fait. J'aimais bien aussi les histoires de belles expériences que t'apporte justement cette démarche, où tu parles aussi de la vibration par le chant. Voilà, c'est quelque chose que tu as expérimenté aussi, mais qui a eu un effet sur la faune marine également. Ça t'a valu quand même un chouette moment en mer, ça. Oui, alors là, c'est pareil que l'histoire de mon kiné. C'est un événement que j'ai vécu qui moi m'a énormément touchée. C'est vrai que à un moment donné, après avoir dématé sur la route du Rhum en 2018, j'ai fait des sons. En fait, j'ai vraiment fait ça pour me libérer parce que je pratiquais c'est pas vraiment du chant, c'est des sons. Ça fait vibrer tout mon corps en fait. Et j'avais besoin de faire ça juste pour me libérer de toutes les tensions que j'avais eues pendant la nuit, parce que j'avais bataillé pour libérer mon gréement qui était cassé et qui menaçait de percer ma coque. En gros, j'avais eu vraiment beaucoup de chocs et de peur pendant toute la nuit. Et là, au lever du jour, ben voilà, je me suis mise à chanter en gros, pour me faire du bien. Et puis, voilà, c'est un hasard total, hein, mais j'ai vu des baleines débarquer, en fait, moi j'allais dans le sens de la houle, elles arrivaient par derrière, elles surfaient la houle, et puis elles étaient par petits groupes, comme ça, c'était des globicéphales, c'est pas vraiment des baleines, en fait, c'est des petits cétacés. Elles étaient par groupe de 5 à 10, et puis elles passaient à côté de moi, elles continuaient leur route, puis il y en avait, puis ça a duré. Et puis ça s'est reproduit, je sais plus, le soir ou le lendemain matin. Dans les mêmes circonstances. Dans les mêmes circonstances, et bon, ça c'est des moments inoubliables aussi. C'est des moments qui permettent de conserver une certaine foi. La foi que, dans les moments les plus difficiles, il peut y avoir aussi beaucoup de beauté, que c'est comme des petits miracles, en fait. Oui, c'est vrai, c'est un moment où je me dis, waouh, trop bien. J'aime aussi beaucoup donc l'importance dans la lenteur, tu en as parlé, hein, on en a déjà parlé donc, mais et du plaisir aussi. Léon Marchand le disait d'ailleurs, c'est quand il avait retrouvé le plaisir que les résultats ont été au rendez-vous après des entraînements qui avaient juste été durs. Et toi, justement, tu avais ton histoire d'amour avec la navigation, c'était toute une question de plaisir. Et puis à un moment, le plaisir a disparu. Et avec justement tout ce travail que tu as fait, tu as retrouvé le plaisir.
c'est quelque part ralent, mais heureusement aussi que c'est comme ça. C'est que on travaille dur, on se met dans le dur, on n'en peut plus et les résultats sont pas là. Et puis tout compte fait, quand on commence à ralentir et à retrouver la joie, le bonheur, le plaisir d'être en mer, pouf, les résultats reviennent. Tu dis, oh bah dis donc, si vous continuez comme ça, je vais être fainéante. Hein. Non, on se comprend. Bah ouais, mais il y a un énorme paradoxe là-dedans. Mais quand même, quand on écoute la plupart des gens qui gagnent des courses ou qui ont des moments comme ça incroyables, bah ils disent c'était facile, c'était hyper facile. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais trouvé ça dur. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois et donc je l'ai appliqué. Hein. Moi, j'ai vécu, je pense à chaque fois que j'ai réussi, globalement, c'était facile. Et quand c'était dur, ben j'ai pas réussi. Et c'est pas une histoire d'être feignant, en fait. Il y a un énorme paradoxe là-dedans. Ça veut pas dire qu'il faut tout lâcher et il faut se dire ça va se faire tout seul, la voile elle va se border toute seule. C'est pas du tout ça. Pour moi, paradoxalement, ça a été un chemin fastidieux de réussir à rentrer dans la facilité et dans le plaisir en pleine compétition et en naviguant sur mon IMOCA. C'est pas du tout facile. C'est pas juste allez, je lâche, je claque des doigts, je lâche. Non, parce que moi, encore une fois, moi, je suis quelqu'un qui je me mets beaucoup la pression. J'ai envie de réussir. J'aime l'engagement, j'aime l'intensité. Et là-dedans, trouver la voie du plaisir, bah, c'est pas si évident que ça. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est facile. En tout cas, c'était pas mon cas. Et aujourd'hui, ça, c'est un peu, c'est l'étoile que je vais suivre tout au long de mon tour du monde. C'est ça. Est-ce que je suis dans le plaisir? Et si j'y suis pas, ben faut peut-être faire juste un temps d'arrêt et voir ce qui se passe. C'est qu'il se passe quelque chose qui n'est peut-être pas juste. Il y a aussi un critère pour moi qui est très important, c'est est-ce que ce qui se passe est juste, me semble juste. C'est encore une fois, c'est moi qui pose, c'est moi le curseur toujours. C'est pas seulement le fait que je sois bien placée dans la course, que mon bateau aille très vite. Il y a ça, bien sûr, ça c'est les voyants extérieurs. Mais il y a un voyant à l'intérieur de moi et c'est celui-là qui va compter pour moi, pour donner le meilleur de moi. Ouais, tu disais que l'intuition était un paramètre très important chez toi, que tu as toujours regretté quand tu ne l'écoutais pas et que parfois tu n'as plus la connexion avec ton intuition. Donc, garder cette connexion avec ton intuition et faire ce qu'il faut pour aller être quelque chose d'important. Ah oui, ça va être très très important et ça c'est quelque chose aussi que je pratique au quotidien. Ça s'entraîne en fait, c'est assez marrant, mais l'intuition c'est pas physique, alors il n'y a pas de muscle, on se dit qu'il n'y a pas besoin de muscler ça. En réalité, il y a énormément besoin de le faire et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire. Parce que quand on regarde ce qui se passe autour de nous que à travers notre mental, à travers la réflexion, eh ben on se coupe d'une part de nous. Et cette part-là, elle peut être très facile d'accès, mais à ce moment-là, il faut quand même dire ok, le mental, je vais un peu le ralentir. Je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi et c'est là de nouveau que le corps il fait surface et que c'est dans le corps. L'intuition pour moi ça se passe dans le corps. Ouais, à quoi ça ressemble des squats et des tractions pour muscler son intuition? Ben ça alors il y a plein d'exercices possibles entre guillemets, enfin je dis des exercices mais c'est plein de manières d'approcher ça. Il y a la méditation, je sais pas, la cohérence cardiaque, il y a le fait de faire de la randonnée, ça peut développer l'intuition, mais randonnée en silence, parce que si on fait que discuter, bah du coup on est encore dans la réflexion. Ça peut être oui, marcher par exemple dans la forêt en silence. Ça peut Ouais, t'as être raison, j'ai jamais eu autant d'intuition que quand je faisais ça tous les jours, ouais. ah bah voilà. Ça peut être en faisant du yoga, enfin il y a en fait je sais pas, je crois qu'il y a 40 000 façons de faire, mais le tout c'est que je crois vraiment que quand le discours intérieur ne cesse pas, c'est difficile de faire la place à l'intuition. C'est quand même à un moment donné, il s'agit quand même d'essayer de se mettre à l'écoute d'autre chose que de ce qui se passe dans notre tête. Ça, c'est difficile, ça peut prendre du temps. Moi, c'est d'ailleurs, c'est jamais gagné, hein, c'est pas du tout gagné.
Mais je vois qu'il y a une différence énorme entre aujourd'hui et il y a 10 ans. Oui, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, hein. Justement, on travaille que notre cerveau, notre rationnel, etc. Le reste n'est pas du tout valorisé en plus. Et pourtant, ça reste quelque part, ça je le sens bien, ouais, ça je le sens pas, etc. Ouais. Mais on n'apprend pas à le travailler comme l'intelligence. C'est dommage, on se prive d'un bel outil, je pense, ouais. Mais tu vois, tu dis comme l'intelligence, mais en fait, moi, je crois que c'est une forme d'intelligence. Oui, bien sûr. Et c'est justement ça, et c'est pour ça que c'est très très important de le travailler. À fond, c'est pour ça que je te demandais tes outils, parce que c'est vrai que je me dis, tiens, je l'ai un peu perdu de vue, celle-là, ça serait chouette de la retrouver. Ouais, j'ai vraiment adoré ce livre. Tu parles aussi de choses qu'on entend plus, hein, la nutrition reste importante pour toi, pourtant ça peut être un défi terrible justement quand tu es dans la machine à laver. Donc justement, j'avais ma petite fille qui avait une question qui parlait de ça, elle dit, oui, mais je vais pas lui demander ça, c'est bête de parler de manger. Je dis, non, chérie, c'est super important. Bonjour Isabelle, qu'est-ce que tu aimes bien manger pendant ta course? Voilà, ça c'est Amandine qui va avoir 10 ans bientôt. Oh, bonjour Amandine. Alors, pendant ma course, j'aime bien manger les plats que Anne-Lise m'a préparés. Elle a fait ça chez elle, et puis elle les a déshydratés. Et c'est des plats qui sont délicieux. Il peut y avoir du poisson, des légumes, un curry d'agneau, un mafé, il y a des plats de tous les pays du monde. J'aime manger des fruits déshydratés, des fraises, des poires, des pommes, des mangues, j'ai tout plein de fruits. J'en mets un petit peu de chocolat, quelques gourmandises de ce genre. J'aime manger des conserves de poisson. J'aime cuisiner. J'emmène de quoi me faire des petits desserts maison. Par exemple, je me fais du riz au lait. En gros, j'embarque des produits qui peuvent se conserver longtemps parce que j'ai pas de frigo et qui doivent être globalement déshydratés pour être le plus léger possible. Mais à partir de là, j'ai de la créativité moi en cuisine et j'adore inventer des trucs. Oh, génial! Mais je crois que t'apportes pas des œufs aussi parfois? Oui, j'emmène beaucoup d'œufs. Oui, je mange des C'est œufs. génial. Bah ouais, je fais des petits déjeuners avec des œufs. Je vais me faire des omelettes avec pareil, plein de trucs, plein de variantes. Mais comment est-ce qu'on fait quand ça secoue dans tous les sens et que même se lever de son siège, c'est presque un biais pour se casser la figure et se froisser une côte au mieux? Alors quand c'est comme ça, je peux pas me faire à manger, clairement. Donc quand le bateau il tape, en gros, effectivement, je peux même être assise sur mon siège peut être compliqué. Donc là, je fais que me tenir ou bien je m'allonge dans mon pouf et je bouge quasiment pas. Après, quand c'est comme ça pendant des jours et des jours, il y a un moment, s'il faut manger, faut manger. S'il faut enfiler un pull, faut enfiler un pull. Et du coup, je me débrouille pour ralentir, pour rendre le bateau, pour adapter en fait la marche du bateau, quitte à ralentir un peu, et pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et après, il y a des tas de moments où le bateau il bouge beaucoup, mais si je me tiens avec une main, je peux cuisiner avec l'autre. Et je dirais que la traversée des mers du Sud, c'est ça. Il y a toujours une main pour moi et une main pour ma cuillère en bois, par exemple, si j'ai envie de manger. Tu peux nous faire vivre ce que donne une journée avec toi dans les mers du Sud? D'abord, on ne sait pas trop quand elle commence et quand elle se termine, hein, parce que avec vos rythmes de sommeil très particuliers dont tu peux nous parler aussi, je te laisse du coup Ouais. déterminer comment ça commence et comment ça termine cette histoire de. Alors, ça commence avec le lever du jour. Les nuits dans les mers du Sud, elles sont très courtes. Donc, il commence à faire jour très très tôt. Et souvent, au lever du jour, il y a deux choses. Il faut prendre la météo et en même temps, il faut faire la sieste parce que je suis crevée. C'est là que je dors le mieux et que je récupère le mieux. Donc, j'alterne entre une bonne sieste, la météo. Et quand j'ai pris la météo, je fais tourner un routage et j'établis ma stratégie pour la journée à venir et pour les jours suivants. Une bonne sieste, c'est combien de temps? Une bonne sieste, ça peut être 1h30 par exemple. En fait, ça dépend. Si j'ai une manœuvre à faire à ce moment-là, j'arrête ma sieste, j'arrête aussi la météo, j'arrête tout. J'enfile mon ciré
et je vais faire ma manœuvre. Parce que la manœuvre, elle vient pas le jour, elle vient pas la nuit, elle vient n'importe quand en fait, elle décide pas. Enfin, c'est elle qui décide, mais c'est pas, elle prévient pas en gros. Donc quand il y a un grain et qu'il faut aller sur le pont, eh ben j'arrête tout et je vais sur le pont. Si j'ai une avarie, c'est pareil. D'un coup, tout s'arrête et toute mon énergie est tournée vers le fait de régler le problème. Ensuite, une fois que la matinée est passée, que j'ai réglé mes voiles, que j'ai fait la stratégie, que j'ai fait ma petite sieste, que j'ai pris un petit déjeuner, le soleil arrive à peu près au zénith. Là, je sens que l'énergie monte. Parce qu'en fait, c'est comme... c'est pas la même heure, mais c'est exactement comme quand je suis ici à la maison. J'ai plus d'énergie à midi et l'après-midi que en tout début de matinée, par exemple. Ça, c'est vraiment lié au rythme du soleil, enfin, à la position du soleil. Là, je vais préparer mon repas de midi. De nouveau, j'ai des nouveaux fichiers à charger. Si j'ai un peu de temps, je vais réparer quelque chose que j'ai mis en stand-by qui sera à réparer. Je vais avoir un petit peu de ménage à faire après le repas, rien que de nettoyer ma gamelle, tout ranger, ça prend du temps. En fait, faut savoir que sur un bateau, comme ça bouge énormément, chaque petit geste prend du temps et de l'énergie. Et puis dans l'après-midi, je vais avoir reçu des messages de mon attaché de presse ou de mon équipe à terre, donc je vais échanger avec eux. Je vais répondre peut-être à une interview pour laquelle on se sera donné rendez-vous à l'avance. Et puis encore une fois, il va falloir régler les voiles, il va y avoir une manœuvre à faire, un petit peu de réparation, et puis d'un coup la journée se termine. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, c'est déjà le soir. Et quand le soir approche, je vais m'habiller un peu plus chaudement, je vais allumer les feux, je vais préparer à manger pour avoir mangé avant la tombée de la nuit. Et puis, je vais bien régler le bateau, parce que quand il fait nuit, en fait, on voit moins bien, c'est moins simple. Je vais aller faire un tour sur le pont pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se casser. Parce que la nuit, c'est pareil, on voit pas. La nuit, on peut pas... Quand ça nous tombe dessus, c'est très très compliqué. Donc avant la nuit, c'est bien de faire une petite vérification que tout est bien accroché, que tout le monde se porte bien, et c'est ok pour quelques heures d'obscurité. Et puis la nuit, j'essaye de dormir. S'il y a une manœuvre à faire, je manœuvre. Il m'arrive de pas du tout dormir la nuit parce que j'ai trop de choses à faire, des réparations. Dans ce cas-là, je fais des siestes la journée. Mais si je peux, je vais dormir plutôt la nuit. Et tu dors combien de temps sur 24 heures alors ? Alors, quand je fais par exemple la route du Rhum, sur 24 heures, je vais dormir entre 2 et 4 heures. Sur un Vendée Globe qui est beaucoup plus long, je vais dormir en moyenne 5 heures. Des fois, ça peut être 7, 8 heures, et des fois, ça peut être 2 ou 3 heures. À chaque fois, c'est les conditions qui décident. Est-ce qu'il y a des manœuvres à faire ? Est-ce qu'il y a une crise ? Est-ce qu'il y a un truc à réparer ? Donc en fait, je passe mon temps à m'adapter. Et là, tu vois, quand je me rends compte, quand je te donne la journée type, la journée type, il y a plein de cycles. Oui, c'est ça. J'étais en train de me dire, je lui demande l'exercice impossible parce qu'il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Ah ben merci de nous avoir fait vivre ça. Mais c'est vrai que quand on voit des images, puisque maintenant on a la chance d'avoir aussi des images avec les caméras embarquées, tu purée, ça cogne tout le temps. Ouais. Et ça doit pas être facile non plus de continuer à prendre les bonnes décisions après 2 mois et la fatigue qui s'accumule. Ça aussi, c'est... Tu fais parfois des contrats avec toi-même avant de partir en disant non, mais je sais bien que je vais être aussi raisonnable qu'une enfant de 5 ans après X semaines, donc il faut absolument que je me dise non, mais ça, tu fais comme ça et pas autrement. Ah. Si c'était possible, peut-être que je le ferais, mais je me suis rendu compte que il y a 4 ans que ça marchait pas comme ça. En fait, il y a 4 ans, je m'étais dit je vais faire comme ci, comme ça, je vais
je me voyais partir sans attente, par exemple. Je me suis dit, le contrat avec moi-même, c'était pas d'attente. Eh ben, le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis retrouvée confrontée avec mes attentes. Et je me suis dit, mais en fait, non seulement t'as des attentes, mais en plus, elles sont vraiment costauds. Donc, je crois que le contrat que j'ai avec moi-même, c'est d'être à l'écoute de tout ce qui me traverse, de tout ce qui se passe, et aussi de mes contradictions. Et d'être OK avec tout ça. Je crois que ce que j'ai fait il y a 4 ans, c'est que j'ai essayé de lutter contre tout ce que je voulais pas voir, ce que je voulais pas, comme la manière dont je fonctionnais qui me plaisait pas, j'ai essayé de lutter contre. Je crois que là, si j'ai une grande intention, c'est de faire avec ce qui va se donner. Et si à un moment donné, je suis dans le rouge, et c'est juste OK, je suis dans le rouge. Je te parlais tout à l'heure de l'auto-hypnose, mais ça consiste vraiment en ça, à vraiment voir qu'est-ce qui se passe, accepter, faire avec, et c'est à ce moment-là souvent que la solution, elle se donne, elle arrive, OK, là je crois vraiment que le plus important c'est d'aller dormir. Mais là ça se donne, parce que j'arrête de lutter contre un fonctionnement. J'aime bien. Quelle est l'erreur qui t'a le plus appris ? Oula. L'erreur qui m'a le plus appris, c'est de lutter en permanence. Le succès dont tu es la plus fière ? Je pense que c'est ma 9e place sur le retour à la base en 2023, donc c'était il y a 1 an, au mois de décembre, une course qui a été un succès du début à la fin. Tu l'as mené comme tu souhaitais le faire. J'ai vu que tout ce que j'avais appris, tout mon cheminement prenait corps dans cette course. C'était concrétisé dans ces, je sais plus combien, il y a eu 11 ou 12 jours de course. Et ça a été vraiment merveilleux. Si tu avais en face de toi celle que tu étais à 20 ans, t'as un conseil que tu aimerais lui donner ? C'est un peu biaisé parce que je pense que à 47 ans, on a l'expérience de la vie. L'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aurais envie de dire lâche à 20 ans. Mais à 20 ans, je pouvais pas lâcher en fait. J'avais besoin de passer par tout ce que j'ai traversé pour pouvoir être là où je suis, tel que je suis aujourd'hui. Donc non, je crois que je dirais fais tout pareil, fais tes erreurs pareil, parce que c'est ça qui forge la vie. Et une citation qui t'inspire ? Une citation non, là j'ai rien qui me vient. C'est pas grave, je t'en ai donné une tout à l'heure. Ça me fait plaisir, ça te parlait. Ah si, ouais. Vas-y. Une citation qui m'inspire, c'est le temps fait regretter longtemps le fait de ne pas savoir le prendre. Ça pourrait être même au début de ton livre. Ouais. Alors, pour ton actualité, tes projets futurs, il y a le Vendée Globe évidemment qui se profile très clairement. Donc, c'est le rendez-vous 10 novembre. Et on va pouvoir te suivre ça, je suppose. Le meilleur moyen pour te suivre lors de ce Vendée Globe, ce sera ? Alors, il y a le site voilemacsf.fr et il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Voile MACSF. Alors, je vais recommander la lecture de ton livre aussi, pendant le Vendée Globe, bien sûr. Il n'y a pas de meilleur moment. Donc, de prendre le temps de lire le livre. Et alors, il y a un très chouette podcast que tu as fait avec la MACSF sur ta navigation, donc pour passer encore vraiment du temps avec toi quand tu es en mer. Donc ça, je mettrai le lien aussi parce que c'est vraiment super. Voilà. Un grand merci pour ton temps ce matin. Je me suis régalée. Merci Anne, moi aussi. Très très bonne journée. Toi aussi. Au revoir. Merci encore à Isabelle pour cette conversation et pour son livre dont je recommande vivement la lecture à tous ceux qui s'intéressent à la compétition version voile, mais également au questionnement d'une navigatrice, au regard particulièrement perspicace sur elle-même et sur le succès. Questionnement qui pourrait bien t'apporter des clés très précieuses pour ton parcours, quel que soit ton domaine. Le livre est également à dévorer pendant le Vendée Globe évidemment. Je te glisse le titre et les références dans les notes.
Si tu veux suivre la course d'Isabelle, le top départ du Vendée Globe 2024-2025, c'est le 10 novembre au Sable d'Olonne. Pour ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, ne rate pas l'événement. Ce n'est que tous les 4 ans pour ma part, j'y serai. Et donc pour la suivre, je te mets tous ces réseaux dans les notes de l'épisode, cette merveilleuse boîte à billets doux que je truffe d'informations à ton attention. N'hésite donc pas à aller y faire un tour. Dans le prochain épisode, je te propose une conversation avec l'aventurier que, pour bon nombre d'entre vous, on ne présente plus, Rémi Camus, qui sera d'ailleurs présent au Festival des Amoureux de la Mer, Into the Blue, à Bruxelles, où je serai également. Tu sais où trouver les infos. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple, qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices. Donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi. Cela me permettra de continuer à planter des arbres avec les oreilles. Merci à toi pour ton écoute et merci à AS Adventure pour son soutien à notre podcast. À bientôt. Bonjour Isabelle. Alors, fruit préféré, date préférée. Non, on met pas ça par contre. Oh, dis ça à Isabelle, il faut jamais écouter ma sœur. Parce que ma sœur, elle est un petit peu folle, tu vois. Donc il faut pas écouter. Tout, Isabelle, c'est pas vrai. C'est moi qui parle. Voilà, ciao.